reprend sur maintenant une table ronde qui va être animée par Claire Morel, rédactrice en chef adjointe d'Edicialis. Claire, bienvenue parmi nous et merci d'animer cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Alors Claire, dites-nous, que donne aujourd'hui le communautaire dans les entreprises ? Alors aujourd'hui, le communautaire, c'est un sujet qui a émergé il y a à peu près 2 ans, dont on parle de plus en plus, qui prend vie en fait aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises et de marques qui créent des communautés ou qui ont découvert en fait qu'il y avait déjà des communautés, qui ont décidé de miser dessus pour créer un univers autour de la marque, faire échanger, discuter les clients, les consommateurs, et puis éventuellement co-construire, co-créer aussi, et améliorer les produits et services. Voilà. Alors je vous laisse accueillir vos invités. Très bien. Pour cette table ronde. À tout à l'heure. Merci Hélène. Alors, pour cette table ronde, pour laquelle on va parler donc du coup de cette mouvance du communautaire et du collaboratif. Alors une mouvance qui a été impulsée entre autres par justement l'économie collaborative, le digital, les médias sociaux, mais aussi l'économie sociale et solidaire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment adopter le collaboratif et le communautaire intelligemment afin de créer une nouvelle expérience client tout en conservant une cohérence par rapport à l'ADN de sa marque, de son entreprise. Donc pour en parler, donc j'invite Anne-Laure de Bellois, qui est cofondatrice de lucette.com, et Thomas Olivier, responsable économie collaborative et pratique émergente de la Maïf. Alors, on va commencer par vous, Anne-Laure. Vous avez démarré votre entreprise, lucette.com, qui est créée sur le principe de la communauté, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la vocation de ce site et comment est venue l'idée ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors nous, en fait, on a créé Lucette parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des femmes se sentaient absolument perdues face à une offre de cosmétiques qui est aujourd'hui tout à fait pléthorique sur le marché. Et effectivement, quand on les interroge, les femmes nous disent qu'elles n'arrivent pas à trouver des conseils personnalisés et indépendants pour choisir leurs produits cosmétiques. Donc effectivement, quand elles se déplacent en boutique, elles échangent avec des conseillères de vente qui sont compétentes, mais qui sont souvent incentivées pour pousser tel ou tel produit avec un petit voyage aux Seychelles à la clé. Et quand elles lisent des articles de journalistes beauté, ce sont rarement des conseils personnalisés adaptés à leur profil. Alors du coup, on a créé lucette.com, qui est le premier site qui propose des recommandations de produits cosmétiques personnalisés grâce à un algorithme. Alors comment ça marche ? Vous êtes par exemple Claire, vous cherchez une crème de jour, vous vous connectez, vous répondez à des questionnaires sur la thématique crème de jour, vous indiquez quels sont les produits que vous utilisez, etc., votre type de peau, et notre algorithme va mouliner toutes les informations que vous lui avez données et calculer votre score d'affinité avec l'ensemble des crèmes de jour de toutes les marques qu'on a référencées sur notre site. Et vous découvrez que vous avez 10% d'affinité avec votre crème habituelle, 98% avec une autre crème. Voilà. Et donc, c'est un site qui est effectivement fondé sur le communautaire, puisque les avis produits déposés par la communauté sont extrêmement importants pour nous, puisque notre algorithme se base en partie sur les informations que l'utilisatrice nous donne sur son profil, mais en grande partie également sur les avis produits des femmes qui lui ressemblent le plus, pour pouvoir proposer une recommandation fine à la fin. Et on a également développé une application en parallèle de notre site qui permet aux utilisatrices les plus engagées qui ont envie de partager avec les autres utilisatrices de pouvoir répondre en direct aux questions des autres utilisatrices qui sont sur le site. Donc en fait, les ambassadrices Lucette ont accès à un espace personnel, et quand elles sont sur leur ordinateur, elles voient arriver les questions entrantes des autres utilisatrices et elles peuvent y répondre, elles gagnent des points et elles reçoivent des produits de temps en temps pour les remercier de leur implication dans la communauté. Alors justement, on en reparlera plus tard justement du poids de ces consommatrices. Un petit mot peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça, sur votre parcours, parce que vous n'avez pas créé lucette.com par hasard finalement.
Moi, mon court parcours, j'ai fait une école de commerce, donc l'ESCP. Ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Oliver Wyman, pour lequel j'ai fait principalement des missions pour des acteurs de la cosmétique sur des problématiques justement de digitalisation et de CRM. Et donc, j'ai créé Lucette il y a 1 an avec mon frère Alban. Alors, contrairement aux marques déjà existantes ou aux enseignes, vous avez dû construire votre propre communauté. Comment vous avez procédé justement pour attirer ces participantes sur le site? Sachant que vous en avez combien aujourd'hui, si vous pouviez nous le rappeler? Aujourd'hui, on en a un peu plus de 115 000 utilisatrices. Donc nous, on s'est fait connaître au départ parce qu'on a eu la chance d'avoir des bons retours presse. On a eu aussi quelques youtubeuses qui ont parlé de nous. Et effectivement, ce sont des femmes qui ont une grande communauté derrière elles. Et là, on est incubé à partir de décembre par TF1 qui va nous aider à continuer à faire grossir notre communauté. Alors, on va reparler après du coup du fonctionnement du site et de l'expérience que vous proposez aux utilisatrices. On va passer à Thomas. Alors vous avez intégré la Maïf, Thomas, qui quand même a été une vieille entreprise, si on peut dire ça comme ça. Elle a été fondée en 1934. Donc du coup, on est vraiment sur deux modèles différents. Et une entreprise qui doit se renouveler et qu'on a conscience. Et du coup, votre rôle, finalement, c'est de faire en sorte qu'elle se renouvelle, qu'elle trouve de nouveaux modèles, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les enjeux aujourd'hui pour la Maïf ? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est une vieille entreprise, la Maïf, on peut le voir comme ça. On pourrait aussi dire que c'est l'une des premières entreprises françaises à avoir ubérisé ou gutenbergisé son propre secteur dès sa création, puisque quand la Maïf est née en 1934, c'était avec une conviction très très forte qui était de redonner du pouvoir aux consommateurs, aux assurés, en permettant l'assurance collaborative, l'assurance peer-to-peer. Donc, juste à l'origine, quand même, le fondateur, Edmond Proust, était un start-upper qui utilisait la grande technologie de l'époque, qui était le téléphone, pour désintermédier les assureurs classiques et permettre à des enseignants de se regrouper en communauté et de s'assurer entre eux. Donc, il y a cette histoire-là qui est assez originale et extrêmement intéressante quand on prend un peu de recul, effectivement, sur la Maïf. C'est que, fondamentalement, c'est une société, une mutuelle d'assurance qui s'est créée sur la frustration. Et on sait que la frustration, c'est souvent le point de départ de la création d'une start-up aujourd'hui. Et puis, effectivement, 80 ans plus tard, vous connaissez tous maintenant cette belle marque. On nous demande, donc à mon équipe et moi, j'allais dire, de disrupter, de hacker la Maïf de l'intérieur en se rapprochant de l'univers des startups qui ont plein de créativité, de talent, de compétences un petit peu nouvelles. Et effectivement, notre rôle, c'est de trouver des convergences opérationnelles pour tester des relais de croissance, de la diversification et essayer effectivement de préparer l'avenir de cette belle maison. Alors, juste un point quand même sur les enjeux du coup pour la Maïf. Pourquoi se renouveler finalement ? Alors, il y a un enjeu d'abord cœur de métier, vous allez voir, qui est finalement assez évident. La majorité des grands groupes d'assurance se sont construits, j'allais dire, grâce à un écosystème extrêmement simple, c'est-à-dire qui était en fin de compte structuré autour de l'ère de la possession, de la propriété. On est propriétaire de sa voiture, propriétaire de sa maison. Et en fin de compte, cet écosystème très très simple a permis la mise en place d'organisations industrielles pour produire des contrats assez simples, mais assez basiques, distribués à des millions de clients. Avec l'économie collaborative, avec les nouvelles technologies, on bascule dans l'ère de l'usage. L'accès à un service prime sur la propriété et la possession du bien. Et donc, forcément, le rapport à l'assurance est nécessairement impacté. Donc, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment on peut compléter ce qu'on sait très bien faire de façon industrielle pour couvrir des sociétaires à l'année, mais comment aussi on peut aller couvrir là, ces interstices où on va louer la voiture de quelqu'un d'autre, on va faire ses vacances en louant la maison de quelqu'un d'autre, on va louer la perceuse du voisin ou je ne sais quoi, des fois des choses un peu plus conséquentes en termes de risque comme un groupe électrogène. Enfin, voilà. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comprendre ce qu'implique l'assurance à l'usage. Et ça se décline en fait dans toute la chaîne de valeur d'une assurance, puisque pour prendre des ratios très bêtes qu'on utilise, quand on regarde l'automobile, la voiture par exemple, souvent on parle de sinistralité, du nombre de sinistres par véhicule.
Bon, bah, demain, il faut regarder le nombre de sinistres par kilomètre assuré. Vous voyez, c'est simplement changer ce ratio-là nécessite tout un tas d'acculturation, d'innovation dans les modèles. Donc le premier enjeu, c'est bien celui-ci, c'est d'aller vers l'assurance de l'usage. Et puis un deuxième enjeu derrière qui est aussi évident. Nous, on a remarqué par des études aussi marketing que les sociétaires Maïf ont une pratique des nouveaux usages collaboratifs plus élevée que la moyenne nationale. Et je vous parle d'une enquête qui maintenant a 3 ans chez nous. Donc il y a 3 ans, on savait mesurer que sur le covoiturage, l'échange de maisons, l'échange d'objets, le crowdfunding, etc., nos sociétaires étaient déjà en avance sur ces pratiques pourtant émergentes. Donc on a un objectif numéro 1 qui est d'accompagner finalement nos clients pour être aux côtés d'eux dans ces nouvelles tendances de consommation. Alors, comment vous travaillez concrètement au quotidien avec vos équipes justement pour découvrir des nouvelles pratiques, des startups, etc. Comment ça se passe ? Alors, je vais essayer de faire très très vite. Il y a 5 grands enjeux, grands défis à relever. Le premier, c'est de comprendre l'écosystème, d'être accepté par l'écosystème, qui n'est pas celui de l'assurance, qui est plutôt celui des startups, etc. Et donc pour ça, on essaie de s'intégrer, de faire des partenariats. On a fait un partenariat il y a plus d'1 an maintenant avec WeShare, que vous connaissez peut-être, qui est le grand think tank et do tank de l'économie collaborative. On a écrit avec eux en fait la convention grand partenaire. On a été les premiers à le faire avec eux. Et ça justement, ça nous a amené à mieux comprendre ce qu'étaient les leviers des plateformes collaboratives. On a aussi fait quelques partenariats dès le départ, il y a assez longtemps. Le premier d'entre eux, c'était avec Blablacar, qui s'appelait à l'époque covoiturage.fr en 2007. On a été partenaire de 2007 à 2015. On a fait pas mal de petites choses ensemble. Donc on a appris aussi, grâce à eux, à comprendre ces tendances-là. En 2010, on a créé un contrat d'assurance qui couvre l'échange de voitures entre particuliers sans échange de clés grâce à de la techno. Donc on a aussi appris là-dessus. Et puis en 2014, on avait créé un nouveau contrat aussi qui permet de couvrir l'échange de maisons entre particuliers avec des événements qui peuvent survenir du fait de l'invité comme du fait de l'hôte, ce qui n'était jamais fait. Et en fait, ces quelques succès ont aussi permis un bouche à oreille et il y a eu une forme de buzz. Et donc ces startups-là nous ont ramené aussi d'autres startups et puis les choses se sont faites comme ça un petit peu au fur et à mesure. Donc il y a comprendre l'écosystème, il y a être capable ensuite de se mettre dans les baskets du start-upper et de comprendre son modèle. Nous, on ne croit pas tellement, en fin de compte, à la mise en place d'un produit assurantiel qui serait sur étagère et qu'on pourrait refiler à toutes les start-up de France et de Navarre qui viennent nous voir. Donc on est plutôt en mode artisan, on essaie de faire de la haute couture. On fait de la co-innovation avec les startups qui viennent nous voir. On se met autour de la table, on essaye de comprendre leur modèle économique, comment elles veulent gagner de l'argent, et on essaye d'adapter le dispositif assurantiel à ces problématiques-là. Ce qui prend un peu de temps, mais ce qui nous permet d'apprendre aussi beaucoup de choses. Troisième défi, c'est de pouvoir aussi valoriser ce qu'une boîte comme la Maïf peut apporter à ces startups. Donc au-delà de l'assurance, c'est aussi 3 millions de sociétaires, 7 millions de personnes, des sociétaires engagés, fidèles à la marque. C'est une plateforme collaborative pour les sociétaires qu'on a lancée au mois de juin dernier qui s'appelle le Maïf Social Club, dans lequel, en fait, avec des petites API, on permet à des sociétaires qui connaissent très très bien la marque Maïf de comprendre ce qu'est l'autopartage. Donc il y a un exercice pédagogique. Et puis s'ils veulent basculer, ils s'inscrivent sur maïfsocialclub.fr et finalement ils terminent leur inscription sur coolicar.com, notre partenaire. Donc ça c'est un autre défi. Et enfin le tout dernier défi qu'on a réussi auquel on répond maintenant aujourd'hui depuis cette année, c'était de se dire comment on peut sécuriser une relation de long terme avec des startups affinitaires chez lesquelles on retrouve nos valeurs, nos ADN, la même vision du monde. Et comment on permet à ces startups d'avoir un moyen de se financer peut-être complémentaire ou autre que simplement lever des fonds auprès des fonds de gestion et donc quelque part perdre peut-être un tout petit peu d'indépendance en tant qu'entrepreneur. Et donc pour ça, on a lancé un fonds qui s'appelle Maïf Avenir, qui est doté de 125 millions d'euros. Donc c'est assez important quand même, surtout que les fonds ne sont pas tous gérés par des fonds de gestion. Il y a juste une toute petite partie qui est confiée à des fonds de gestion et le reste, c'est pour nous. Et donc on accompagne là en ce moment déjà 8 startups dans lesquelles on a investi au total 18 millions d'euros pour leur permettre de développer leurs produits.
Alors, je me retourne vers Anne-Laure. Vous faites en fait du conseil personnalisé et gratuit grâce aux données que vous recueillez. Quel est justement votre business model finalement? Comment ça se passe? Alors nous, effectivement, notre service pour les utilisatrices est 100% gratuit. En revanche, les marques doivent nous commander les tests produits pour qu'on puisse référencer leurs produits dans l'algorithme, puisqu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est très important pour nous, pour pouvoir paramétrer correctement un produit, d'avoir déjà un certain nombre d'avis sur ce produit. Et on a effectivement pour ambition de devenir le TripAdvisor de la beauté, donc les avis produits sont très importants. Et à côté, il y a aussi un deuxième volet, bien sûr, qui est le volet études. On collecte énormément de données et d'insights consommateurs qui intéressent les marques de cosmétiques, à la fois pour leur stratégie de communication et de développement de produits. Alors, est-ce que vous communiquez justement auprès des utilisatrices sur le fait que votre business model, c'est celui-ci, alors que vous vous positionnez finalement en tiers de confiance aujourd'hui? C'est vrai qu'on a tendance à se dire que les consommateurs ont envie d'aller vers quelque chose de plus transparent, de moins lucratif, entre guillemets. Du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, alors en fait, le fait que les marques paient effectivement pour nous commander des tests produits pour qu'on référence leurs produits n'influe absolument pas sur les données de l'algorithme. Au contraire, ça permet à l'algorithme d'être complètement indépendant parce que l'algorithme va dépendre des avis produits collectés. Donc voilà, nous, on n'a aucun intérêt à recommander plus un produit qu'un autre. On a effectivement une petite partie affiliation aussi dans le business model, mais on n'a pas plus d'intérêt à pousser un produit plus qu'un autre. Alors, comment elles interagissent, les utilisatrices entre elles, puisqu'on est sur la notion de communauté? Comment ça se passe, les échanges au quotidien? Alors effectivement, il y a déjà la partie échange grâce à notre appli Dis-moi Lucette qu'on a lancé avec iAdvice d'ailleurs, qui est notre partenaire depuis le début, qui nous ont aidé à développer ce chat. Donc dès que les utilisatrices ont reçu leurs recommandations par l'algorithme, si elles veulent aller plus loin, avoir les conseils d'une femme réelle, entre guillemets, elles peuvent effectivement se connecter sur l'appli, poser leurs questions à cette ambassadrice Lucette qui a été recrutée par notre équipe, formée par notre équipe et qui est donc particulièrement compétente sur le sujet. Donc ça, c'est un premier moyen de communication entre elles. Et puis après, il y a la partie effectivement avis produits où elles peuvent s'exprimer les unes les autres sur les avis. Alors un mot sur le profil de ces utilisatrices. Qui sont-elles finalement? Pourquoi elles viennent sur lucette.com? Pourquoi est-ce que c'est toutes des fans de cosmétiques? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, urbaines? Quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil type déjà? Alors pour l'instant, effectivement, notre communauté, elle est plutôt constituée de femmes qui sont très prescriptrices en beauté, qui sont plutôt des passionnés. Cela tient du fait qu'on a eu effectivement de la communication de la part de magazines de presse beauté, de youtubeuses, etc. Ce sont aussi des femmes très connectées. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est justement de faire évoluer cette communauté pour qu'elle soit un peu plus large. C'est pour ça qu'un partenariat avec un média comme TF1 nous permettra justement d'élargir cette communauté vers une masse un peu plus importante et plus différente de la population. Et en quoi ça consiste, ce partenariat avec TF1 ? Ce partenariat, en fait, on est 7 ou 8 startups à avoir été sélectionnées pour mettre en place des partenariats, aider TF1 à développer des nouveaux métiers et business pour l'année 2016. Donc il y a un partenariat où effectivement ils vont nous aider, nous, à grossir en termes de masse d'utilisatrices. Et nous, on va les aider dans différents projets avec téléshopping, des projets aussi de publicité ciblée. Alors, Thomas, on revient à la Maïf et à la notion de sociétaire. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, que la Maïf est née sur le principe du collaboratif, déjà à la base. Ça fait partie de votre ADN. En revanche, comment on peut s'inscrire dans des nouvelles activités? Comment on peut se dire, à un moment donné, on ne va plus faire que de l'assurance? On va peut-être proposer d'autres choses dans les années à venir, voire dans les mois à venir, peut-être. Alors, c'est vrai que ça fait aussi partie du job. Donc, nourrir le cœur de métier, on en a un petit peu parlé. Pouvoir assurer à l'usage en B2B2C à travers les startups, on l'a un peu aussi évoqué. Et en fait, forcément, quand on est dans un écosystème un peu ouvert, dès lors qu'on joue le jeu de l'entreprise élargie et étendue, on ouvre aussi tout un tas d'interstices pour imaginer d'autres services.
Et ça arrive en fait avec finalement des projets co-construits avec des partenaires et qui peuvent venir par exemple effectivement aussi exploiter des données. Souvent quand on parle de la donnée personnelle, quand on parle du big data, en tout cas dans le monde de l'assurance ou de la banque, on imagine quelque chose de très centré sur l'individu, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les data-driven companies, quoi, les compagnies qui font leur modèle sur l'utilisation des données personnelles. Nous, on a la conviction que, au contraire, ça peut être aussi un levier pour réenchanter l'expérience utilisateur, mais l'expérience utilisateur sous la forme de sa communauté, c'est-à-dire exploiter les données pour faciliter les interactions, le lien social entre les sociétaires de la Maïf, par exemple. Alors un exemple extrêmement concret là-dessus, et qui est connu puisqu'on l'a lancé en septembre. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les voitures connectées, que ce soit grâce à votre smartphone qui est dans la voiture ou à des boîtiers dans la voiture émet tout un tas de données sur votre façon de conduire, quand vous conduisez, etc. etc. La première approche très simple de l'utilisation de ces données, ce serait de dire, grâce à ces données, on va pouvoir faire payer à l'individu exactement ce qu'il doit payer compte tenu de la façon dont il conduit. Ce type d'idée, c'est plutôt un petit peu contraire à l'esprit mutualiste, etc. Donc nous, en fin de compte, on a lancé des expériences sur ce même sujet, mais en collecte des données pour essayer de gamifier tout un dispositif et créer du lien social entre les sociétaires. Donc en l'occurrence, le projet qu'on a lancé s'appelle Maïf & Go. Il a d'ailleurs été co-construit from scratch, donc depuis une page blanche avec des sociétaires. C'est eux qui ont fait un peu les spécifications, cahier des charges, etc. Et là, on l'a lancé et ce projet, il permet de relever des défis dans votre conduite réelle. Donc, vous allumez votre smartphone et puis on vous dit, voilà, sur les 5 prochains kilomètres, vous devez éviter un freinage brusque ou autre chose. Et puis, vous remplissez ce défi-là, vous gagnez des points. Et ces points-là vont vous permettre, dans un vrai jeu, d'acheter des véhicules qui ont des pouvoirs et de constituer des équipes avec les véhicules d'autres sociétaires qui auront participé également au même jeu pour faire des rallyes collaboratifs où l'idée sera d'amener un maximum de voitures tout au bout de la course. Et en fait, ce simple petit jeu, cette façon de gamifier, j'allais dire, à la fois l'expérience mais aussi la relation, permet de créer du lien social après sur le forum, sur tout le dispositif social media qui est derrière. Et ça permet aussi d'identifier des poches de sociétaires à qui on va pouvoir pousser les mêmes conseils de conduite, parce qu'ils se retrouvent à travers ces données. Donc en fait, il y a une exploitation communautaire de la donnée personnelle pour finalement le bien de la communauté. Je prends un autre exemple aussi qu'on trouve extrêmement intéressant sur l'énergie. Moi, demain, en tant que sociétaire et j'allais dire citoyen un peu engagé, ou en tout cas conscient des problématiques climatiques, je suis prêt à partager les données de consommation d'électricité, etc., de mon foyer, si à l'échelle d'un quartier, par exemple, elles peuvent être exploitées et qu'on puisse mieux gérer la répartition de l'énergie à l'échelle d'un quartier. Voyez, donc il peut y avoir une exploitation collaborative, mutualiste des données personnelles. Et là, pour le coup, on n'est plus forcément dans l'assurance, mais on est dans l'offre de service ou l'accompagnement de service qui vient un petit peu en périphérie de l'assurance proprement dite. Alors oui, tout à l'heure, on parlait des données, justement, dans l'intervention précédente, où les consommateurs sont assez... parfois inquiets et ont peur que ce soit trop intrusif. Mais en fait, là, vous êtes en train de faire la preuve que la donnée, ça peut être aussi très intéressant justement pour le consommateur si elle est utilisée à bon escient au final. Votre avis là-dessus, justement, Anne-Laure ? Oui, moi je pense qu'effectivement le big data, ça n'a de sens que si l'utilisatrice ou les utilisateurs peuvent en tirer un bénéfice. Et effectivement aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à partager leurs données que s'ils en ont un avantage. Et donc nous, c'est effectivement sur ce principe-là qu'est fondé notre site. On demande à nos utilisatrices uniquement les informations qui vont nous aider à affiner notre algorithme et à leur proposer des recommandations plus poussées. Alors, du coup, en termes d'expérience client, Anne-Laure, en quoi justement vous vous différenciez des modèles existants des enseignes? Vous disiez tout à l'heure, il y a des vendeuses qui sont là pour faire du conseil, etc. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les marques et les enseignes de cosmétiques, notamment, se disent, bon, il faut qu'on offre un service à valeur ajoutée et du coup, le conseil personnalisé, c'est quelque chose qui va de soi. En quoi justement vous vous différenciez par rapport à ces enseignes-là ?
Alors nous, déjà, on est transverse, c'est-à-dire qu'on propose l'ensemble des différentes marques, que ce soit des marques disponibles en grande surface, en pharmacie, en distribution sélective. On est aussi indépendant puisqu'on n'est pas des vendeurs de cosmétiques, on est simplement un conseiller neutre et on propose une expérience vraiment personnalisée, c'est-à-dire que si l'utilisatrice veut seulement répondre à quelques questions, elle peut, mais si elle veut aller très loin, elle peut répondre à 10, 15 questionnaires, donner son avis sur une multitude de produits et elle peut aller encore plus loin dans l'expérience en ayant effectivement ce coaching personnalisé de la part d'autres ambassadrices qui peuvent répondre à ces questions, qui sont prêtes à passer parfois plusieurs heures, on a vu ça, à répondre à des questions de l'utilisatrice sur l'appli. Alors, qui sont ces ambassadrices et pourquoi elles font ça finalement ? Les ambassadrices, en fait, sont des femmes qui sont passionnées par les cosmétiques, qui ont envie d'échanger. Et donc, c'est des profils assez différents. On en a 150 aujourd'hui. On a des étudiantes effectivement en esthétique, mais aussi à Sciences Po, en histoire. On a des mères de famille, on a des institutrices, on a tous les âges. Ce sont des femmes, en tout cas, qui sont très connectées. Et on ne recrute pas d'ambassadrices qui ont moins de 20 ans. Pour pouvoir répondre aux questions de toutes les femmes aussi un peu plus âgées. Alors, quelles sont leurs motivations ? Alors leur motivation, nous en fait, on n'a pas du tout voulu que ce soit vraiment un échange donnant-donnant où je participe à tant de conversations, je réponds à tant de questions de l'utilisatrice, je gagne un bon d'achat de X euros. C'est pas du tout l'esprit de la communauté. C'est vraiment une communauté d'entraide. Donc elles participent, elles répondent à des questions, elles se connectent sur leur appli pour répondre aux questions des autres femmes à leur guise. Et nous, de temps en temps, on leur envoie une surprise. Elles s'y attendent pas. Et c'est un petit colis avec des produits, une lettre. Et l'idée, c'est, on est en train de voir ça avec les marques, d'organiser de plus en plus d'événements pour elles, pour pouvoir les inviter à découvrir, à visiter des usines d'entreprises, de marques de cosmétiques, à participer à des projets de co-création de produits cosmétiques, de leur proposer une expérience vraiment inédite, spécialement pour elles. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a vu qu'il y a vraiment cet esprit de communauté entre ambassadrices Lucette qui s'est créé. On a découvert qu'elle s'était créé un groupe Facebook où elles partagent dès qu'elles ont des questions qu'elles ne savent pas répondre, elles partagent entre elles. Elles sont en train d'organiser un afterwork entre ambassadrices Lucette à leur initiative totalement. Donc cet esprit communautaire a bien pris entre elles. Alors justement, Thomas, la relation que vous avez avec vos sociétaires, justement, quelle est-elle ? Est-ce qu'elle va évoluer ? Est-ce qu'elle a déjà évolué par rapport justement à ce que vous avez impulsé ces derniers temps ? Oui, elle va forcément évoluer et effectivement, c'est un sujet pas de préoccupation, mais c'est un vrai sujet qu'on instruit parce que forcément, l'économie collaborative apporte une dimension collective à l'expérience. Jusqu'à présent, la relation sociétaire, qui fait aussi un peu notre réputation, on est depuis je sais plus, 11 ou 12 ans numéro 1 de la relation sociétaire sur l'assurance et numéro 2, tout secteur d'activité confondu, on la maîtrise de A à Z en fait. Et dès lors qu'on va commencer à proposer des nouveaux services via des partenaires start-up, quelque part, on confie aussi un peu à la start-up une partie de l'excellence de la relation, mais inversement, nos gestionnaires vont porter une partie de la réputation de la start-up quand ils vont gérer un sinistre. Donc ça, c'est des chantiers qu'on commence à ouvrir, puisque, par exemple, si je reprends le cas de l'autopartage, quand un membre de chez Coulicard va appeler la Maïf parce qu'il a un sinistre, il faut que le gestionnaire il sache parfaitement quelles sont les valeurs de Coulicard, qu'est-ce qui est complètement écrit dans la gestion du sinistre et quelle est la marge de manœuvre libre qu'il peut avoir en accord avec Coulicard peut-être pour prendre en compte un cas d'usage très spécifique, parce que la réalité c'est que tout ça c'est émergent. Donc il y a plein de typologies de sinistres, d'événements que l'on découvre aussi un petit peu en avançant. Donc il y a un vrai chantier, il y a un vrai enjeu sur effectivement la maîtrise de la relation sociétaire dès lors qu'on s'ouvre un petit peu. Et c'est bien le chemin que prend la Maïf de devenir une entreprise ouverte avec de multiples partenaires. Donc il faut qu'il y ait cette confiance réciproque entre le partenaire et nous, où nous on va porter un peu la réputation du partenaire, mais eux aussi ils vont devoir un petit peu marcher dans les pas de la Maïf sur ce qu'on entend en termes de confiance et de qualité dans la relation sociétaire. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises qui se disent « Ah, c'est intéressant le collaboratif, je m'y mets très bien », est-ce que vous avez des conseils à donner ? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre ?
Est-ce que ça s'applique à tout ce type d'entreprise finalement? Alors j'ai des conseils qui, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, depuis qu'on a fait ce coming out un peu sur l'économie collaborative, on a énormément de sollicitations. Et moi, je suis un peu frappé de temps en temps quand même par des start-upers qui disent je lance le Blablacar de la perceuse, ou je lance le Blablacar du camping, ou etc. Et je trouve que c'est dangereux d'essayer de faire un copier-coller d'abord de modèles finalement qu'on ne maîtrise pas, sauf à bien connaître les fondateurs de Blablacar et de comprendre comment ils ont progressé. Donc déjà, je pense qu'il faut vraiment partir d'une vision utilisateur, il faut partir d'une frustration, il faut partir ce qu'on appelle d'un problème endeuillé et qu'on essaye de résoudre. Et je pense que les leviers pour le résoudre en tant que start-upper ne sont pas forcément ceux qui ont fait le succès de telle ou telle plateforme. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil aussi que je peux donner dans plutôt la relation partenariale, c'est vraiment d'essayer d'aller choisir un partenaire avec lequel il y aura non pas une fusion au sens des valeurs, hein, mais en tout cas une vision assez convergente de ce que doit être justement les atouts du service qui va être co-créé. Est-ce que c'est d'abord la capacité à créer très rapidement une communauté, même si cette communauté en réalité utilise assez peu le service. Il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur j'ai 50 000 membres, mais je fais 0,5 transactions au usage par jour, quoi. Est-ce que l'objectif numéro 1, c'est de tout de suite monétiser? Est-ce que c'est de tout de suite scalabiliser le service et partir à l'international? Et je pense qu'il peut y avoir des fois des conflits qui naissent parce que les objectifs prioritaires au départ n'ont pas été assez partagés. En ce qui nous concerne, on a vraiment utilisé un peu notre ADN, notre modèle économique Maïf, hein, qui est basé sur le long terme, sur la fidélisation. Donc c'est vraiment ça qui nous importe à chaque fois. Et donc quand on discute avec un partenaire start-up, c'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que votre objectif, c'est de devenir la nouvelle licorne française là, dans 6 mois et voilà, d'avoir un cash burn très élevé et de faire beaucoup de com, quitte à laisser de côté un peu justement l'expérience utilisateur, l'expérience communauté? Ou est-ce que vous êtes intéressé aussi avec nous pour faire des focus group avec nos sociétaires, pour stabiliser votre techno, stabiliser votre service client, stabiliser votre modèle tarifaire, etc. Et si oui, alors on peut bosser ensemble. On sera peut-être moins, on fera peut-être moins les premières pages des journaux tout de suite, mais en fait, on va progresser ensemble et on va pouvoir ensuite communiquer dès lors qu'il y aura une expérience utilisateur qui sera très forte. Le fameux effet waouh, quoi, qu'on cherche à mettre en œuvre avec nos partenaires. Alors Anne-Laure, même question, mais plutôt côté communautaire, avec cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises peuvent justement créer leur propre communauté? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, les choses à faire et les choses à ne pas faire, les erreurs à éviter? Alors oui, moi j'étais honnêtement assez agréablement surprise par l'engagement et la motivation des femmes justement pour devenir ambassadrices. On a eu énormément de candidatures, on les a pas encore toutes analysées. Nous, je dirais que la petite difficulté qu'on a pu avoir et qu'on a réussi à résoudre grâce à l'aide d'iAdvice, donc notre partenaire sur l'appli et le chat, c'est des petits problèmes de modération, parce qu'effectivement sur Internet on trouve un peu tout et n'importe quoi, et donc notre communauté, enfin nos ambassadrices ont pu plusieurs fois se retrouver face à des individus désagréables avec elles et un peu malsains, et du coup on a mis en place effectivement un système de modération avec iAdvice qui permet à nos ambassadrices de bloquer définitivement les personnes qui sont désagréables. Ça leur donne aussi un certain pouvoir. Elles se sentent aussi, elles se sentent prises au sérieux, et elles n'hésitent pas dès que quelqu'un, un interlocuteur n'est pas aimable avec elles, pas courtois ou même désagréable, on les invite directement à bloquer définitivement cette personne pour qu'elle soit exclue de la communauté, qu'elle puisse plus parler avec nos ambassadrices. Donc on a mis en place ce service grâce à iAdvice. Et alors, est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent toutes avoir une communauté? Est-ce que vous pensez que chaque marque, finalement, a un intérêt à animer, à créer et à échanger, justement, avec sa propre communauté de clients ou de consommateurs?
Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. Question piège, désolée. Question piège. Non, je pense qu'après, il faut avoir aussi c'est vrai que quand on travaille sur un secteur de passionnés, c'est plus simple d'animer des communautés. Nous, effectivement, la beauté, c'est un sujet qui passionne les femmes. Elles sont assez engagées, ça concerne beaucoup de femmes. Et donc, effectivement, c'est plus facile d'engager les gens autour de sujets comme ça. Alors une dernière question qui va être sûrement plus simple pour vous parce que ça fait partie de vos problématiques. Comment justement on continue à animer cette communauté pour qu'elle reste ou au moins qu'elle se renouvelle, parce qu'on imagine qu'il va y avoir des défections au bout d'un moment et qu'il va falloir aller chercher d'autres personnes ou du moins en tout cas à fidéliser celles qui sont déjà là. Oui, alors nous, en fait, on est toujours dans cette optique d'essayer d'avoir une expérience le plus personnalisée possible pour faire rester justement les femmes dans notre communauté. Donc typiquement, là, on va lancer notre système de CRM qui envoie des mails personnalisés aux femmes, qui leur envoie les produits qui leur correspondent le mieux. Chaque semaine, on a ce système de CRM est personnalisé en fonction de l'engagement de chaque femme. Si une femme est très engagée dans la communauté, on va lui parler très souvent. Si une femme ouvre seulement 30% de nos mails, on va pas lui envoyer de mail, on va chercher d'autres manières de communiquer avec elle. Donc je dirais que l'idée, c'est d'essayer de s'adapter à chaque femme et de comprendre qui elle est, quel est son niveau d'engagement. Il peut y avoir des moments où nous, nos ambassadrices nous ont dit, bon bah voilà, moi pendant 1 mois et demi, je pars en vacances, vous n'allez pas entendre parler de moi, mais dès la rentrée, je reviens, et à ce moment-là, pendant le mois et demi de vacances, on ne va pas la spammer toutes les 2 minutes. Donc voilà, c'est comprendre à qui on s'adresse et essayer de s'adresser à chacune de manière personnalisée. Alors, soyons collaboratifs ce matin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer ou des remarques. J'ai une question pour M. Olivier. Je vous félicite pour avoir réenchanté l'expérience utilisateur et de sociétaire et des start-upers. Je voulais savoir si vous aviez le même niveau d'enchantement en interne avec votre DSI, votre actuariat et vos juristes. C'est une excellente question. C'est une super question. Puisque je n'ai pas imaginé que j'irais justement sur la déclinaison interne de ce qu'on essaie de faire sur le plan stratégique. Et on pense que c'est une condition sine qua non de réussite pour tenir l'un et l'autre engagement. Et en fait, on essaye de mettre en place une forme de symétrie des attentions, une symétrie des enjeux effectivement sur l'interne. Je ne vous cache pas que je suis pas forcément très objectif parce que j'ai la chance avec mon équipe d'être déjà en marche en fait par rapport à ça. Donc je vais prendre des grands mots, mais vous savez tout ce qui est l'entreprise libérée, le management par la confiance, tout ce genre de choses, le design thinking, les méthodes Lean Startup, c'est des choses qu'on met en place dans l'équipe. C'est des choses du coup qui libèrent aussi les énergies et enfin voilà, il faudra qu'il soit là, mais tous les gens qui ont rejoint l'équipe, là, on est passé de 1 à 10 en 1 an, donc on est aussi un peu tout nouveau, mais en ce moment, c'est un petit peu la phase idéale, c'est le début de l'histoire, et on a une équipe vraiment très heureuse de se retrouver pour mon équipe. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'on a aussi formalisé cette année la fameuse stratégie économique collaborative de la Maïf à 3-4 ans, etc. Et on a voulu le faire, ça, en incarnant le collaboratif, et donc on l'a fait de façon ouverte avec tous les métiers, les actuaires, les juristes, etc. On l'a fait en travaillant sur les nouveaux business models, on l'a fait en travaillant sur les objectifs de moyens, de résultats à mettre en place, etc. Alors, ça prend du temps en réalité, le collaboratif. La co-construction, hein, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Mais l'avantage, c'est que on a aujourd'hui une sorte de mini-communauté interne de 200 collègues très investis, qui relaient ces idées-là, qui sont très contents de travailler autrement. Par exemple, si on prend l'actuariat, quand on prend la tarification, ça a longtemps été vu comme une forme de chasse gardée, d'initiés. Et en fait, grâce à ces méthodes collaboratives, moi qui n'y connais rien du tout à l'assurance, je commence à avoir mon petit mot à dire parce que j'amène la problématique de la start-up et je leur dis attention, là, le tarif que vous faites, quand la start-up va l'appliquer, on va avoir un problème. Et donc, en fin de compte, on arrive finalement à embarquer un peu tout le monde. Mais vous avez parfaitement raison, cette symétrie entre ce qu'on essaye de proposer aux sociétaires, il faut qu'on arrive, et on est en train de le faire, il faut qu'on la propose à tous les collaborateurs du groupe. Une autre question ? J'ai une question pour Lucette. Je voudrais savoir en fait si vous avez également des consommateurs, des ambassadeurs. C'est un marché qui est très important, par exemple chez L'Oréal.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a des marques qui sont parmi nos... Des hommes, en fait. Ah, des hommes. Ah oui, pardon, oui. Oui, on a beaucoup d'hommes, en fait. Mais pour l'instant, notre service n'est pas du tout adapté à eux. Donc, on leur dit de revenir dans quelques mois. Mais voilà, pour l'instant, c'est uniquement les conseils pour les femmes. Une dernière question, une remarque? Salut Claire. Salut, ça va? Très bien, merci. Merci à toi pour cette belle table ronde. Merci à nos deux invités également. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Charles Desrosiers, la directrice marketing d'EasyWare. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous ce matin parce que je suis dans notre bocal marseillais. J'ai envie d'inviter Hélène. Oui, toi Hélène, je te vois. Tu es au premier rang. Viens parmi nous. Ah, Charlotte, tu n'as jamais été aussi près et aussi loin à la fois. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, Et puis, j'ai pu assister à toute la conférence, donc c'était super d'être avec vous depuis Marseille. Merci les technologies immersives. exactement. Donc, beau lien, en tout cas, Charlotte, avec ce qui nous attend ensuite, qui sont le pas vers les technologies immersives qui accompagnent l'expérience client, avec notamment 4 ateliers. Alors, le premier atelier qui vous attend, ce sont les objets connectés, maîtriser la donnée pour enrichir votre relation client. Et le deuxième? Ubi, donc moi, comment le robot va participer à l'humanisation de la relation client. Le troisième atelier. Le nouveau magasin digital pour une nouvelle expérience client. Et enfin, le dernier. Rendez votre environnement interactif avec Orange Beacon. Merci Charlotte. Alors, ces 4 ateliers se trouvent juste au premier étage, hein, c'est indiqué. Donc, en fonction des choix que vous avez faits, je crois que vous avez fait 2 choix normalement, mais comme je le disais au début de cet événement, les frustrations que ça a généré font qu'on descendra l'ensemble des ateliers pour le cocktail. Comme ça, vous pourrez voir les 4 ateliers. Alors, juste un point, il y a une salle pour Ubi. Il y a une salle pour les objets... Non, pour... il m'en manque un. Le magasin digital et les objets connectés sont dans une même salle de conférence. Et le premier atelier sera objets connectés. Ensuite sera suivi par les magasins connectés. Donc faites attention pour ceux qui ont choisi un des 2 ateliers. Si vous avez choisi objets connectés, c'est celui qui commence en premier en amphi. Et ensuite, vous pourrez bénéficier des autres ateliers qui se feront 2 fois, notamment pour la partie Ubi et le 4e atelier. Donc, ce que je vous propose, et je vous remercie en tout cas pour cette matinée, c'est de se retrouver au premier étage pour assister aux ateliers. Merci Charlotte, bon retour à Marseille. Et C'est une très belle fin de matinée, et puis j'espère à bientôt dans le monde réel. à bientôt Charlotte, merci à toi, au revoir. Salut. Bon, Charlotte pilote quand même très très bien Ubi. Hein, on peut le constater parce que ce n'est pas nous qui pilotons, c'est Charlotte qui le pilote à distance, ce qui permet de nous suivre partout où on est et d'avoir l'œil sur nous. Donc écoutez, merci à tous et on se retrouve tous au premier étage. À l'issue des ateliers, on aura effectivement le cocktail. Merci en tout cas Claire, merci Thomas, bonne journée. merci Anne-Laure pour cette table ronde.